Alors c'est la couverture bien sûr de tout ce qui bouge, mais là c'est ça, parce qu'une fois qu'on est dans un mouvement comme les squatters, il s'agit de ne pas rester dans un ghetto, il faut fédérer. On travaillait avec des associations de quartier, c'est des découvertes à peu près de la classe politique. L'intérêt à l'époque de ces mouvements, c'est d'occuper des maisons en face des partis politiques, pour qu'ils soient conscients du problème. Il y a eu un autre aspect militant plus tard, c'est la fondation d'une association qui permettrait aux chômeurs sans droit d'arriver à quitter l'endettement. C'était l'objet d'un projet de loi qui a passé au Grand Conseil et qui fut ensuite l'objet d'un référendum du patronat. Et c'était intéressant de mobiliser les syndicats et les partis de gauche, par exemple, pour leur faire comprendre qu'un chômeur, c'est quelqu'un aussi qui vote, c'est quelqu'un qui a des droits, ce qui n'existait pas à ce moment-là. Donc ça a été une conscientisation. Et ça a permis de poser le problème, de savoir qu'aujourd'hui, si on veut que quelqu'un sorte du chômage, si on l'endette constamment, etc., il n'a aucune chance de s'en sortir, surtout quand il a dépassé 50 ans. Mais ça a posé le problème, et ça a été quelque chose qui a quand même été intéressant. Même si on n'a pas gagné, on peut dire, sur le papier, l'objectif était atteint, c'est de faire comprendre à tous que c'était quelque chose d'important et que ces gens-là existaient. Alors là, c'était un travail surtout fait avec, comme journaliste avec Radio Zone. Ben, c'est toujours la défense de la liberté d'expression. On a une radio associative, une radio libre, c'est vrai, mais qui doit quand même donner des informations justes, vérifiées. Et à un moment donné, on était au Salon du Livre et on avait fait une opération très intéressante. On avait à côté de nous une association qui s'appelle le Groupe pour une Suisse sans armée. Alors, l'union fait la force, on rompt la cloison mitoyenne, on décide de faire table commune. Après, ce qu'on fait, on fait des débats sur la Suisse sans armée. Imaginez-vous, à l'époque, une Suisse sans armée, c'était un choc. Dans les années 80, on était encore dans une situation où voilà, l'objection de conscience était encore condamnée lourdement de prison. Il n'y a pas de service civil encore. Donc, poser cette question, c'était remettre en question les institutions, en tout cas les majoritaires, disons, et il y avait cette autodafé qu'on voyait en Angleterre, des livres de Salman Rushdie, les versets sataniques, une chose qui est terrible, on n'avait pas vu ça depuis la période nazie, donc on ne peut pas rester sans rien faire. Et il y avait visiblement une espèce d'accord au Salon du Livre, de pas de remue, pas de remous, je veux dire, on ne fait rien, on se tait. Alors j'ai été approché par quelqu'un que j'avais un peu, bien entendu, recherché, il m'a dit, j'ai 10 exemplaires en anglais de ce gros livre. Je dis superbe. Alors on s'est mis d'accord, on a mis le livre de Salman Rushdie en anglais à côté du petit bouquin sur la Suisse sans armée. On a, on peut dire, préparé la chose avec une conférence de presse en disant la liberté d'expression, c'est en Suisse et partout, il n'y a pas de frontières. On a monté ça en fin de soirée avec des journalistes. Tout de suite, ça a pris un effort considérable et on avait proposé un débat au stand du gouvernement iranien qui se trouvait dans le salon sur la liberté d'expression dans leur pays, pour que ça soit clair. Or, c'est assez drôle, c'est qu'ils ne sont jamais venus. Et puis, on avait, tout près de là, il y avait un stand palestinien qui avait observé que ces braves gens buvaient des bières sur leur stand, donc c'était assez amusant. Donc, il y avait quelque sorte de poids, de mesure dans la façon de conduire l'éthique. Alors, on n'a pas eu de problème, mais ça a été un grand coup, on peut dire. Et puis finalement, voilà, le Salon du Livre a dépensé pas mal d'argent pour faire une sécurité du tonnerre, pour fouiller les gens, pour fouiller quoi? Pour savoir que nous avions 10 livres, voilà, ils l'ont su, on ne s'en cachait pas d'ailleurs. Ça montre un petit peu un climat, mais il fallait le dire, il fallait qu'à Genève, ville internationale, on ne baisse pas la culotte. Alors, Genève, c'est un grand Genève, oui, on parle de cet objectif de faire 1 million d'habitants autour de Genève. Oui, il y a déjà, le Grand Genève existe déjà, 700 000 habitants à peu près, depuis Genève jusqu'à Lausanne, en passant de l'autre côté jusqu'à Thonon-Évian. C'est un vieux serpent de mer, ça existe depuis très longtemps. Mais il faut dire aussi une chose, il y a quand même 2 cultures. Il y a d'une part une culture suisse et une culture française, on ne peut pas l'empêcher, et une culture économique. La culture économique, c'est d'utiliser, de siphonner les emplois des gens qui viennent en France, parce qu'il n'y a pas de création d'emplois ou très peu, en Suisse, et de faire des régions frontières françaises des cités dortoirs.
Alors quand on veut développer tout cela, il faut faire des transports, il faut améliorer le sort des gens, il faut créer des infrastructures dans ces communes françaises pour qu'ils aient à la fois des écoles, des piscines, de la culture. Et pour cela, il faut une certaine entraide. Et le système est un petit peu délicat parce qu'on a du côté un système suisse fédéraliste, un canton, Genève ou 2 cantons qui peuvent décider ce qu'ils font. De l'autre côté, on a un État centralisé qui dépend de Paris, qui dépend des régions, et donc les communes doivent attendre des mois, voire des années pour toucher les péréquations fiscales versées par les frontaliers, par exemple en Suisse, pour que ça leur soit ristourné, et en plus de ça, pour qu'elles touchent vraiment l'argent qu'elles doivent avoir pour avoir les moyens de financer leur infrastructure. Donc tant qu'on n'arrive pas à, on peut dire, trouver une juste répartition à ce niveau-là, il y aura toujours comment peut dire ça, une césure, il y aura un problème économique. Au niveau culturel, au niveau du changement, Genève est une ville très internationale. Il y a beaucoup de gens des Nations Unies qui vivent dans le Pays de Gex, voilà, et beaucoup des gens du CERN, Centre européen de recherche nucléaire, qui vivent aussi dans le Pays de Gex. Donc on a une culture de gens d'un certain niveau, qui ont l'accès à la propriété, etc. Donc on a une frontière particulière. Et de l'autre côté, on a un pays français qui est un pays vide. Pourquoi? Parce que les petits jeunes qui sont à Gex et tout, ils ont pratiquement aucun moyen d'avoir un emploi, sauf des emplois de bas de gamme, si ce n'est de travailler un peu en Suisse, faire un peu d'argent, et dès qu'ils ont des formations, ils doivent partir. Donc il y a un trou. Nous avons, avec notre station de radio, créé le premier emploi tremplin depuis 16 ans au Pays de Gex. C'est hallucinant quand même. Première petite structure qui a créé un emploi pour un jeune. Où les autres sont-ils? Alors, cette disparité fait que ces braves jeunes gens, ils ne vont pas faire le loisir en Suisse, c'est trop cher. Ils ne peuvent pas s'amuser à consommer en Suisse, c'est trop cher. On n'imagine pas les gens de la culture maghrébine aller se balader en Suisse, faire leurs achats si facilement, ça coûte trop cher. Il faut comprendre qu'il y a un enclavement, il faut comprendre qu'il y a un problème. Et là, les municipalités, on peut dire, françaises non, ne sont pas très regardantes avec ça. C'est aussi des gens assez conservateurs qui se contentent d'un statu quo, mais ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, ça va être quelque chose qui s'engorge. Et aujourd'hui, si en Suisse, d'autre côté, on veut polémiquer sur la présence des internationaux, il faut savoir que la Suisse ne peut pas s'en passer. Que ferait-on sans les frontaliers à l'hôpital? Que ferait-on pour s'occuper des personnes âgées dans les établissements médicaux spécialisés? Pour les personnes âgées, c'est pas possible. Il faut savoir aussi que le prix de la prospérité, il faudra quand même le payer à un moment donné. On doit partager. Ça, c'est pas possible. Donc le Grand Genève est une utopie, à mon sens. Pour certains, c'est une volonté de développer une économie à fort valeur ajoutée, parce que voilà, on imagine qu'on peut faire beaucoup d'argent, faire venir beaucoup de multinationales, d'avoir des gens très qualifiés. De l'autre côté, il faut savoir qu'il faut tout un personnel autour. Et ce personnel, il a un prix, il a le droit de vivre. On ne peut pas créer des ghettos, on ne peut pas créer un lumpen prolétariat. On a désindustrialisé Genève complètement. Aujourd'hui, on a les services, beaucoup, mais il faut payer le prix. D'abord, le journalisme a toujours été quelque chose que j'ai voulu pratiquer. Depuis déjà très jeune, j'ai fait des journaux au collège, etc., au lycée. Et ensuite, j'ai voulu travailler, dans une presse alternative. À l'époque, c'était le journal Tout va bien, un petit peu l'équivalent du Libération ces premières années, engagé sur les mouvements sociaux, engagé sur de manière progressiste, et intéressé justement à l'autre Genève, l'autre société, l'autre Suisse aussi. Voilà. Et puis après, il fallait se lancer parce que le problème du stage n'est pas facile à trouver, surtout que le journal a des difficultés financières, donc il fallait se lancer. Je me suis lancé dans un travail sur le journalisme indépendant. Et puis, en même temps, parallèlement, il y avait en 81 une radio qui naissait à Genève, à Ferney-Voltaire, je devrais dire plutôt dans le Pays de Gex, c'est venu plus tard à Ferney-Voltaire, à Grilly exactement, Radio Zone, radio associative. Et puis en 84, le fondateur est décédé, et là, on a décidé d'ouvrir un peu plus l'espace, ne pas être simplement qu'une petite station destiné à quelques militants un peu anarchistes, mais d'en faire quelque chose d'ouvert. Et là, j'ai ouvert beaucoup d'émissions sur l'immigration, d'où l'intérêt sur l'Afrique.
et sous le portugais, sur le sud-américain, etc. Et donc à partir de là, on a travaillé vraiment à en faire un espace de parole pour les communautés, un espace de parole aussi pour une culture différente, pas simplement alternative, mais aussi tous les espaces musicaux, on peut dire de musiques urbaines aujourd'hui, on parle de ça comme ça, et puis un espace aussi spécialisé pour la poésie, pour la culture en général, l'environnement, les femmes, avec des émissions spécifiques sur les consommatrices et ménagères, les féministes, ouvrir vraiment un champ sur la société civile. Est-ce que ce que nous maintenons aujourd'hui de manière plus professionnelle, parce que ça a changé, c'est une radio aujourd'hui qui a plus d'étoffe, on couvre quand même tout l'arc lémanique, y compris derrière le Salève. Et donc on a aujourd'hui un public assez large, et puis grâce à Internet, on a une audience internationale, et puis aussi on peut consulter les archives et avoir accès à tout ça. Ça a permis, grâce à ça aussi, de travailler avec beaucoup plus d'intérêt et sur, voilà, aujourd'hui, une réflexion. S'intéresser à la culture, c'est pas simplement pour être une radio culturelle, c'est parce qu'à travers la culture, on réfléchit sur la différence, on réfléchit sur la création, on réfléchit sur l'esprit critique, on pratique l'esprit critique, on pratique aussi une ouverture. Sans la culture, on reste dans des schémas, des ghettos, et on est dans une espèce de pensée globale. Avec la culture, c'est la différence, c'est l'ouverture, c'est la recherche, c'est la créativité. Pareil en musique. Une radio commerciale, c'est quoi? 250 morceaux différents par mois qui se répètent. Nous, on arrive à 3000. Donc c'est une proposition différente. C'est pas justement la consommation, c'est la recherche d'autres choses. C'est ce que les gens apprécient, je crois. Et maintenant, on recherche aussi avec... il y a beaucoup de profs qui nous aident, des journalistes, des artistes, des collectionneurs, pour que justement, nous puissions travailler de manière un peu pointue dans beaucoup de domaines. Actuellement, il y a environ, je crois, 10 000 téléchargements, environ d'1 heure par mois, sur le site Internet. Donc c'est un nouveau média qu'on a lancé avec le site Internet. C'est intéressant, et surtout que les gens, sur ce point-là, cherchent l'élément pointu. Je pense que je serais blogueur. Parce qu'aujourd'hui, le journalisme, c'est un métier très difficile à pratiquer. On voit très bien les concentrations et les fusions des grandes sociétés de presse à la suite de l'industrialisation des capitaux de presse. Les grandes familles indépendantes l'ont souvent lâché. Donc aujourd'hui, on a des capitaux industriels qui circulent, qui investissent dans tel ou tel domaine pour des questions de rentabilité. Donc le problème, c'est que l'information devient une marchandise, ce qu'elle n'est pas. Il y a quand même une hiérarchie de l'information à traiter. Mon opposition aux journaux gratuits, parce que ce sont des gens qui travaillent sur la hiérarchie du commerce et non pas la hiérarchie de l'importance de l'information. Le droit de savoir a un prix, mais le droit de savoir, c'est aussi une réflexion. Il faut un journaliste pour cela, et des journalistes. De l'autre côté, avec ces fusions, ces concentrations, on a moins en moins de moyens, de place pour travailler justement à donner au public quelque chose d'important, de documenté. Et on voit apparaître quand même, il y a un besoin. Moi, je ne crois pas aux médias participatifs seulement parce que les gens, finalement, le matin, ils se lèvent, ils lisent quelques journaux et ils répètent après s'ils sont pour ou ils sont contre ce qu'ils ont lu le matin. Donc, il n'y a pas d'information nouvelle, il y a de la répétition de ce qui a déjà été entendu. Donc, il faut de la recherche, il faut de la nouveauté, il faut de l'investigation. Il faut surtout un esprit d'ouverture et pas simplement qu'un esprit polémique. Il faut aussi un esprit critique. Mais il faut de la recherche, il faut travailler. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les blogs ont permis, dans beaucoup de pays, à beaucoup de gens de faire passer d'abord l'information qui existe, au moins que les sources circulent. Je suis tout à fait intéressé à voir que comment on appelle ça, les donneurs d'alerte, qui ont été les gens de Wikileaks, comme Snowden, ont été intéressants. Mais ça a été intéressant dans la mesure où les journalistes ont pu travailler sur ces sources. Parce qu'il fallait traiter l'information. À quoi ça sert de donner 50 000 mails ou 100 000 mails? On ne peut pas les lire, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Trop d'informations tue l'information, il faut la traiter. Une fois qu'on l'a traitée, ça devient passionnant. Je pense que c'est ça. Alors aujourd'hui, si j'étais un jeune garçon, une jeune fille qui s'intéresserait à l'information, je dirais blogueur peut-être. D'ailleurs, je m'y suis mis.
Pourquoi? Parce que c'est intéressant de pouvoir pratiquer déjà au départ cette recherche de l'information, d'écouter, de voir qu'est-ce qui se passe, de se rendre compte qu'il y a tout et n'importe quoi, et qu'on a besoin d'être rigoureux, qu'on a besoin de savoir d'être lecteur pour les lecteurs. Nous sommes au niveau des images, au niveau des textes.